On va parler énergie, hein. On va parler énergie pendant 1 heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et on commence par ce graphique-là. Vous voyez ici la courbe verte, hein, vous voyez ici, c'est la température au cours des différents jours de l'année, enfin la moyenne des températures observées dans l'Arctique pendant la période 1958-2002. Donc ici on est en hiver, on arrive en été, hiver. Ça, c'est la courbe de température en rouge pendant l'année 2016. Et vous voyez vers le mois de novembre, on a observé des déviations de température qui ne sont pas de 2 degrés, qui ne sont pas de 2 degrés, qui ne sont pas de 5 degrés, 10 degrés, mais allant jusqu'à 25 degrés, de déviation par rapport à la normale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en hiver, ici en Belgique, on a une moyenne peut-être un peu de 8 degrés. C'est comme si on avait à 33 degrés pendant le mois de décembre. Et les anomalies ne s'arrêtent pas là. Donc ici, vous voyez, c'est tout un ensemble de courbes qui est l'évolution de la surface des mers couvertes par les glaces, mer et océans, au cours de l'année. J'ai envie de dire, toutes ces courbes-là, ce paquet de courbes-là, c'était les autres années. Et ça, c'est l'année 2016. Donc vous voyez, on est vraiment rentré dans un tout autre régime comme ça, au niveau de la couverture de l'eau de mer par les glaces. Et en janvier 2017, ici on est en 2016, on arrive ici en janvier 2017, on a observé un minimum historique. Et donc c'est super inquiétant ces graphiques-là, d'autant plus inquiétant qu'on ne sait pas exactement ce qui est en train de se passer. Vous discutez avec des climatologues, personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à de telles déviations, ils ne savent pas l'expliquer. Mais on peut quand même mettre en avant quelques mécanismes inquiétants qui permettraient de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on dévie tellement de la normale. Et ces mécanismes sont des boucles de rétroaction positive. C'est quoi? Ça veut dire que quand vous réchauffez un peu la planète, le mécanisme, ça va libérer certaines forces, certains mécanismes qui vont accélérer par la suite le réchauffement. Le plus connu, c'est lorsque la glace fond sur les mers, la glace c'est blanc, la mer c'est une surface beaucoup plus foncée, le blanc réfléchit la lumière, donc l'énergie du soleil, le foncé capte l'énergie du soleil, donc ça va participer à un réchauffement de la mer, qui lui-même va faire fondre plus rapidement les glaces et donc la mer va se réchauffer plus par la suite, par le fait que la glace disparaît et donc son pouvoir de réflexion de l'énergie du soleil. Ça, c'est un mécanisme. Il y a d'autres mécanismes qui existent, il y en a des dizaines, je ne vais pas tous les faire. Un qui est assez intriguant, c'est la fonte de la permafrost. La permafrost, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie du sol qui est gelée en permanence quand vous montez ou vous descendez dans les latitudes, enfin surtout quand vous montez dans les latitudes. Et quand il commence à fondre, il libère du CO2. Et le CO2 est un gaz à effet de serre qui favorise le réchauffement de la planète. Et donc, ça refond encore plus vite et encore plus de CO2 libéré. Et ça ne relâche pas que du CO2, la fonte de la permafrost, ça relâche aussi du méthane. Et si vous vous promenez en Sibérie, vous voyez des bulles de méthane comme ça. Si vous fumez au-dessus de la bulle de méthane, il y a une petite fuite. Vous allez vraiment comprendre que la cigarette nuit à la santé. Vraiment comprendre. Des bulles de méthane. D'autres mécanismes aussi plus intrigants encore existent. Donc quand la glace commence à fondre, vous avez de l'eau, un peu d'eau qui apparaît au-dessus de la glace, et vous avez des micro-organismes qui apparaissent dans cette eau-là et qui commencent à se multiplier. Ces micro-organismes-là, ils sont noirs. Et donc, ils captent beaucoup plus facilement la chaleur du soleil que la glace. Et donc, ça crée, ces micro-organismes-là, ça crée vraiment des trous dans la glace en Arctique ou en Antarctique. Et donc, ces trous-là accélèrent la fonte de la glace, accélèrent le réchauffement, de par le fait aussi qu'ils ont cette couleur noire. Et donc, on pense, en tout cas il y a un consensus de plus en plus fort visant à établir un lien direct entre émissions de gaz à effet de serre et réchauffement de la planète. Et émissions de gaz à effet de serre, c'est principalement du CO2. J'ai envie de dire que 95% des scientifiques sont d'accord là-dessus, 0% des personnes travaillant à la Maison Blanche à l'heure actuelle. Et donc, on émet plus ou moins 40 gigatonnes
de gaz à effet de serre à l'heure actuelle, 40 gigatonnes. Et voici la répartition de ces 40 gigatonnes par secteur. Ici, c'est la combustion d'énergie fossile, principalement pour le chauffage, pour la production d'électricité. Ça, c'est les énergies fossiles dans le transport, les bateaux, les avions, les voitures. Ici, c'est vraiment les gaz à effet de serre qui émanent de l'industrie, par exemple de peinture, en fait, de produits de l'industrie. Une peinture, en fait, vous avez des types de peinture qui relâchent des gaz à effet de serre. L'agriculture, hein, les vaches principalement, et ici, la gestion des déchets. Et donc, l'Europe a comme objectif, pour éviter ce réchauffement de la planète, de diminuer ces gaz à effet de serre de 80 à 95% d'ici 2050. 80 à 95%. Donc en gros, de cette tarte-ci, il ne reste plus grand-chose du tout. Et aller enlever le bout lié à l'agriculture, là il faudrait devenir principalement végétarien. Donc si vous ne voulez pas toucher à ce bout-là, tout ce qui est la gestion des déchets et l'industrie, ça va être difficile. Donc si vous ne voulez pas toucher ou très peu à ces bouts-là et que vous voulez avoir des taux de réduction de gaz à effet de serre de l'ordre de 80 à 95%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez décarboner complètement tout ce qui touche à l'énergie, totalement. Et je vous pose une question, quels sont les 3 moyens à l'heure actuelle pour produire assez d'énergie, et ça sans produire de gaz à effet de serre, du CO2 principalement? Je vous pose la question, qui peut venir avec une réponse? Les 3 alternatives crédibles face aux besoins énergétiques de la planète qui sont immenses. Photovoltaïque, oui. Éolien et le nucléaire. Vous êtes magnifique aujourd'hui. Le nucléaire. Le coût du nucléaire, entre 60 € par mégawattheure et 120 € par mégawattheure. 60 € quand c'est les Chinois qui le fabriquent, 120 € quand c'est les Français. Ça peut être beaucoup plus cher avec les Français, faites leur confiance, puisqu'ils sont en train de construire de nouveaux EPR depuis une dizaine d'années pour l'un d'entre eux, et ils n'ont toujours pas terminé la construction de ces machines. L'énergie éolienne, le prix, on est entre 25 € par mégawattheure. 25 €, c'est un record observé en 2016. C'est un champ éolien au Maroc sur la face atlantique. Là, le développement ne coûte vraiment pas cher. Il y a beaucoup de vent et vous pouvez mettre plein d'éoliens. Vous n'avez pas de recours de riverains, rien du tout. Donc vous pouvez vraiment y aller. Et 140, c'est un peu ce qu'on paie pour l'instant, nous, pour l'éolien en mer du Nord. Ça sera peut-être un peu moins, 128. À 5 km de la Belgique, c'est entre 50 et 60. Je ne vais pas détailler pourquoi, mais croyez-moi, c'est exactement les mêmes sites, le même vent. Les Hollandais savent mieux négocier. L'énergie solaire, l'énergie solaire, on va dire ici en Belgique, 100, 110 € par mégawattheure. Le record que j'ai vu cette année, non en fait c'était fin 2016, c'est en Moyen-Orient, on est plutôt en dessous de la valeur encore indiquée ici, vers 22 € par mégawattheure. Donc vraiment pas cher, 22 € par mégawattheure dans des endroits extrêmement ensoleillés. Donc ça, ce sont vraiment les moyens crédibles pour produire assez d'énergie décarbonée. Mais combien, je vais vous poser la question, combien d'énergie est-ce qu'on consomme exactement? Et donc si vous voyez cet ordinateur-là, ce portable-là, il fonctionne 24 heures d'affilée, mais le processeur vraiment fonctionne à fond. Combien d'énergie en kilowattheure consomme-t-il sur une journée? C'est 40 watts la puissance de cet ordinateur. Combien de kilowattheures consomme-t-il en une journée? 24 heures d'utilisation non-stop. Pas de pause, rien du tout. Qui a une idée? Un chiffre. Oui, 1 kilowattheure. Et la consommation énergétique moyenne du Belge est de combien par jour en kilowattheure? Combien par jour en kilowattheure la consommation énergétique moyenne du Belge? 5, 10, 50. Qui dit plus que 50? Oui, combien? 135. Énergie. 150 kWh par personne par jour. Donc votre impact énergétique, c'est 150 ordinateurs comme ça qui tournent tout le temps. 150 ordinateurs. C'est énorme.
Ça nous fait un total de 600 TWh d'énergie pour la Belgique. 600 TWh. Téra, c'est 10 exposants 12. Et en électrique, la consommation électrique de la Belgique, c'est aux alentours de 80 TWh. 80 TWh. Donc quand vous regardez la météo le dimanche soir, un jour où il y a eu beaucoup de soleil et beaucoup de vent, et on vous dit oh, aujourd'hui 40% de notre électricité, ou 50% même, a été produite grâce à des énergies renouvelables, c'est 50% de l'électricité. Hein. Donc ce n'est même pas, on va dire que c'est aux alentours d'un 15e peut-être de notre consommation énergétique totale. Hein. Donc ça vous donne un peu l'ampleur de ce problème de la transition énergétique. Et je vous pose une autre question. Si vous deviez produire 600 TWh d'énergie avec des réacteurs nucléaires, que du nucléaire. Bon, s'il y a des écolos dans la salle qui ne quittent pas tout de suite, parce qu'on posera la même question avec du PV et de l'éolien par la suite. Donc, combien de réacteurs nucléaires pour produire 600 TWh d'énergie? Combien? En Belgique, on en a 3. On en a 7. 3 à Tihange, 3 unités de 1000 MW plus ou moins, et on en a 4 en Flandre, mais au total, ça fait 3000 MW en Flandre. Donc, combien de réacteurs nucléaires? Et on va prendre comme réacteur nucléaire l'AP1000 de Westinghouse, construit avec Toshiba, très très beau réacteur nucléaire de 1000 MW de puissance, dernière génération. Combien? Un chiffre. Qui s'avance avec un chiffre? Osez. 69. Donc pour vous donner l'ampleur de la construction, on en mettrait 35 à Tihange, on en mettrait 35 à Doel. Hein. On respecte un équilibre communautaire, c'est la Belgique. Le site de Tihange, avec 3 réacteurs, fait plus ou moins 900 mètres à 1 km de long. Donc ce site-là ferait 10 km de long. Hein. Donc ça veut dire que vous rasez une partie du centre-ville de Huy pour mettre vos réacteurs nucléaires. Vous rasez une partie du centre. Ou bien vous les mettez plus vers Liège. Je suis liégeois, donc je vais oui. Donc ça vous fait 69 réacteurs nucléaires. C'est énorme. Hein. Et à cela s'ajoute même le fait, et là rentre une notion géopolitique, c'est qu'il faudrait les construire, ces 35 réacteurs, ces 69 réacteurs nucléaires. Ce n'est pas des choses que vous savez acheter sur Amazon, vous cliquez avec une superbe carte Visa, et 6 mois après, votre réacteur y est là. Hein. Donc il faut encore avoir la techno aussi pour pouvoir les construire. Et on a quasi perdu en Europe totalement la technologie nucléaire. Des vrais champions du nucléaire, on va vous dire, oui, il existe encore un peu EDF, Areva, mais ce sont devenus des compagnies extrêmement faibles, en fait, extrêmement faibles. Et la technologie nucléaire maintenant, dans le monde, elle est principalement aux mains des Russes et des Chinois. Les Russes ont une très très belle compagnie, Rosatom, qui a des projets pour plus de 90 réacteurs nucléaires de par le monde. 90 réacteurs nucléaires. Et les Chinois construisent aussi leur nouvelle technologie. Ils ont mis sur le marché récemment leur propre design, le réacteur Hualong, qui veut dire dragon en chinois. C'est les Chinois qui vont dire dragon. Et donc là, vous avez un vrai problème qui se pose aussi pour l'Europe. Si l'Europe voulait faire un retour à la techno-nucléaire, c'est qu'il n'y aura plus les compétences. Et monter des compétences en nucléaire, monter l'outil industriel, le savoir, en fait, les équipes capables de construire ça, il vous faudrait, à mon avis, une vingtaine d'années pour pouvoir le faire. 20 à 30 ans pour pouvoir le faire. Donc c'est un vrai problème pour l'Europe. Parlons maintenant du photovoltaïque. Combien de kilomètres carrés de photovoltaïque pour produire 600 TWh d'énergie? La Belgique, c'est 30 500 km². Combien de kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques? Et on va prendre du très bon, 20% d'efficacité. Combien de kilomètres carrés? 3424 km². C'est la province de Liège, couverte de photovoltaïque. 3424 km². Oui, on garderait le stade du standard, mais du photovoltaïque autour, partout. Pour autant qu'ils progressent dans leurs résultats. Hein. Sinon, du photovoltaïque sur le stade aussi. Et là, on voit très mal le graphique ici, mais un autre problème se profile pour l'Europe. C'est un graphique qui montre les compagnies ayant le chiffre d'affaires le plus élevé dans le domaine du photovoltaïque.
Vous n'avez plus de champions européens dans le domaine. Vous n'avez plus de champions européens. C'est des Chinois, des Coréens, quelques Américains, un Canadien, mais vous n'avez plus d'Européens dans le top 10 ni même dans le top 15. On a perdu vraiment cette capacité à produire des panneaux photovoltaïques de bonne qualité à bon marché. Et c'est d'autant plus inquiétant que la technologie du PV est vraiment en train de se développer. Et donc ces gros groupes industriels chinois, américains commencent à avoir un savoir-faire qui va être difficile à égaler dans le futur, même si l'Europe décidait d'y aller, de construire des champions au niveau photovoltaïque. Et donc, de nouveau au niveau du photovoltaïque, comme c'est le cas au niveau du nucléaire, il y a une perte d'expertise européenne, une perte de champions européennes. On se fait complètement dépasser par d'autres pays. Donc on va de plus en plus se profiler comme des importateurs de technologies photovoltaïques. Et chaque année qui passe, rendra plus difficile la possibilité de rentrer à nouveau dans ce marché. Et c'est une vraie inquiétude en fait. Au niveau de l'éolien, je ne vais pas vous demander combien est-ce qu'il faudrait d'éoliennes pour produire 600 TWh d'énergie, mais si je prends des Enercon 126, c'est la plus grosse éolienne terrestre qui existe, 7,54 MW de puissance, hein, c'est ça. Elle est 2 fois plus grande que les éoliennes que vous voyez le long de l'autoroute. Il vous faudrait 30 000 éoliennes Enercon 126. 30 000 éoliennes Enercon 126. 100 fois la capacité installée à l'heure actuelle en Belgique. 100 fois. Ce parc éolien, il couvrirait 17 000 km², plus de 17 000 km² en Belgique. Plus de la moitié de la Belgique couverte totalement d'éoliennes. Totalement. Une idée du prix de l'ordre de 300 milliards d'euros. On a un produit intérieur brut en Belgique qui est de l'ordre de 400 milliards d'euros. Donc ça vous donne la difficulté, le prix et aussi la difficulté, une idée de la difficulté d'installer ces éoliennes en Belgique. Une bonne nouvelle quand même au niveau de l'éolien. Une bonne nouvelle au niveau de l'éolien. On a quand même quelques champions européens au niveau de l'éolien, que ce soit Siemens ou Vestas, le danois Vestas, qui savent construire des bonnes éoliennes, de très très beaux objets technologiques, à un prix tout à fait compétitif. Et ici, vous avez la plus grande éolienne, la V164, qui va être prochainement installée en mer du Nord en Belgique. Ce sera sa première installation commerciale et qui a une puissance de plus de 8 MW. Donc cette éolienne, on est à 200-250 mètres de haut pour ces éoliennes-là. Donc 2 terrains de foot, 2 terrains et demi de foot. Dans le domaine des énergies renouvelables, j'ai envie de dire que c'est le seul composant, on va dire de l'énergie décarbonée, c'est le seul composant pour lequel on peut encore dire l'Europe a des champions. Alors, sans vouloir être trop négatif, sans vouloir vous faire trop peur, il y a encore d'autres problèmes liés à cette transition énergétique, principalement si vous voulez y aller avec des énergies renouvelables, c'est ce problème du stockage. Donc ces dispositifs de capture d'énergie renouvelable produisent de l'électricité, ils l'injectent sur le réseau, et pour que le réseau puisse fonctionner, la quantité d'énergie produite doit toujours être égale à la quantité d'énergie stockée, à la quantité d'énergie consommée, plus la quantité d'énergie stockée, et éventuellement plus la quantité d'énergie jetée. Et on va faire un petit calcul ensemble, pour essayer de déterminer quels sont vraiment les besoins en termes de stockage. On considère qu'on a effectivement couvert 3000 km² de la Belgique de panneaux photovoltaïques. La province de Liège complètement couverte de panneaux photovoltaïques. Et on considère que le photovoltaïque, il se met à générer de la puissance à 7 h du matin jusqu'à 7 h du soir. Donc le soleil se lève brutalement à 7 h du matin, se couche brutalement à 7 h du soir, il reste à la même hauteur pendant toute la journée. Et on considère aussi que la consommation d'énergie en Belgique est la même pendant toute la journée. Donc vous laissez toujours les mêmes lampes allumées toute la journée, même usage de l'électricité. Dans un tel contexte, gérer la fluctuation intrajournalière avec des batteries voudrait dire stocker la moitié de l'électricité produite pendant la journée pour pouvoir la consommer pendant la nuit, les 12 heures de la nuit. Et je vous pose une question, combien de batteries Tesla Powerwall, on va prendre la 2, la nouvelle, tout le monde a entendu parler de la batterie Tesla, on prend la 2, on en a beaucoup parlé, ça faisait 7 kWh de stockage, la 2 fait 14 kWh. Donc combien de batteries Tesla Powerwall faudrait-il installer en Belgique
pour gérer cette fluctuation intrajournalière des énergies renouvelables. Combien? Trop. On est 11 millions en Belgique, combien? Qui peut s'avancer avec un chiffre? Un chiffre. Qui peut venir avec un chiffre? Quelqu'un doit se lancer. Monsieur, vous êtes le plus attentif depuis le début de cette conférence. Qui veut venir avec un chiffre? Qui veut venir avec un chiffre? Monsieur, dites un chiffre. Hein. Le nombre de batteries? Oui, le nombre de batteries, des 14 kWh. Combien? 1 million? Qui dit plus qu'un million? 100 millions. 58 millions, 571 428. C'est ces batteries-là. Hein. Donc ça veut dire c'est 5 batteries par personne en Belgique. Donc vous vivez à 4 dans une maison, c'est 20 batteries. Hein. Donc plus de 20 dans la cave, c'est des batteries. Ça pèse quand même 110 kg. Hein. Elle paraît légère comme ça, pendue au mur, mais c'est 110 kg cette batterie-là. 110 kg. Le coût pour faire ça, même un coût de 200 € par kilowattheure, vous serez, au total, ça vous coûterait 160 milliards pour gérer cette fluctuation intrajournalière du photovoltaïque. Et j'ai envie de dire, ça c'est peu. Ça c'est peu en termes de prix de stockage. Pourquoi peu? Parce que le vrai problème du photovoltaïque, ici en Belgique, c'est la fluctuation intra-saisonnière. Pendant les 6 mois les plus ensoleillés de l'année, vous produisez 3 fois plus d'énergie que pendant les 6 mois les moins ensoleillés. Donc de ces 3 unités d'énergie produites pendant les 6 mois les plus ensoleillés, vous devriez stocker une unité d'énergie pour la consommer en hiver. Donc cette unité d'énergie, c'est 150 TWh d'énergie. Et 150 TWh les stocker avec des batteries, le prix, c'est de 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros. Vous êtes dans l'ordre de 10 fois le produit intérieur brut de la Belgique. Et comme les batteries ont une durée de vie de 10 ans, ça veut dire que c'est comme si toute la richesse de la Belgique passait dans l'achat de batteries. Tout. Totalement. Et donc c'est là que vous voyez apparaître dans la transition énergétique une difficulté, le terme est exact, difficulté qui pourrait peut-être être gérée, en tout cas au niveau du stockage, en développant cette filière hydrogène. Hein, donc avec de l'électricité, vous feriez une électrolyse de l'eau, vous produiriez de l'hydrogène. Pourquoi de l'hydrogène? Parce que ça se stocke à 2 € par kilowattheure, contre 200 € pour les batteries, mais avec une efficacité du cycle, hein, électricité, hydrogène, hydrogène, électricité, moins de l'ordre de 40% contre 90% pour des batteries. Et donc imaginez aussi le problème que ça va poser en termes de matières premières. Donc ici, vous avez dans le désert d'Atacama, hein, au Chili, hein, vous avez en fait une mine de lithium. Vous avez beaucoup de lithium qui sont utilisés dans les batteries. Et imaginez vraiment qu'on développe, et c'est ce qu'on est en train de faire, à grande échelle les batteries. Et la techno maintenant qui arrive à maturité et qui n'est pas chère, c'est les batteries lithium-ion. La pression que ça va mettre sur l'environnement. Donc c'est faux de dire que c'est nécessairement une solution écologique. Hein, parce que vous allez remplacer la combustion de combustibles fossiles par une quête pour des matières premières. En fait. Il vous faut énormément de matières premières, de métaux, pour pouvoir construire tous ces dispositifs de capture et de stockage des énergies renouvelables. Et donc ici, vous avez la liste des réserves de lithium de la planète qu'on considère comme étant, qu'on considère qu'on peut aller chercher avec la technologie actuelle et à des prix relativement acceptables. C'est 14 millions de tonnes pour la planète. 14 millions de tonnes. Et vous regardez que beaucoup de ces ressources sont concentrées dans la cordillère des Andes, en Argentine, au Chili. Vous avez quasi Argentine et Chili, ça vous donne 10 millions sur les 14 millions de tonnes. 1 kg de lithium, c'est 10 kWh d'énergie. Avec les 14 millions de tonnes, on suppose qu'on utilise tous les 14 millions de tonnes pour faire des batteries, tous, on sait stocker 140 TWh d'énergie. 140 TWh, ce n'est que 12 heures de la consommation annuelle d'énergie de la planète qui est de 155 000 TWh. 12 heures. Et avec toutes ces 140 TWh, vous savez juste construire 1,75 milliard de Tesla. Ces voitures Tesla électriques, vous avez une batterie de 80 kWh.
Et donc le nombre de véhicules que vous avez sur la Terre à l'heure actuelle, c'est entre 1,2 et 1,3 milliard de véhicules. On pense que d'ici 2030, on est à 2 milliards. Donc en gros, avec toutes les réserves de lithium terrestre, vous faites une génération de véhicules. Vous tenez 10 ans. Si vous n'avez pas de recyclage après, vous n'avez plus de véhicules après. 10 ans. Donc ça vous montre quand même les problèmes qui peuvent apparaître en développant le stockage et les problèmes aussi géopolitiques qui peuvent apparaître. Parce qu'il va y avoir un pillage des richesses de la coriaire des Andes. Ça, c'est incontestable. Donc ça va être les nouveaux hotspots en termes de matière énergétique, avec un switch peut-être du Moyen-Orient vers des endroits comme ça qui disposent des éléments permettant de construire ces batteries nécessaires à la transition énergétique. Bon, c'est le dernier slide où je parle vraiment de beaucoup de problèmes. Hein. C'est le problème aussi des réseaux de distribution. Parce que c'est bien beau de mettre des panneaux photovoltaïques partout, des éoliennes partout et de les connecter au réseau de distribution. Ils n'ont absolument pas été conçus pour ça. Ils n'ont pas du tout été conçus pour ça. Donc les réseaux de distribution d'électricité qui sont opérés par des ORES, par des RESA du groupe Netis dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, c'est quoi? C'est des réseaux qui sont accrochés à un réseau de transmission qui pompe de l'électricité du réseau de transmission, qui s'écoule au travers du réseau de distribution vers le consommateur final. Mais maintenant, avec les énergies renouvelables, l'électricité peut remonter. Et ça crée plein de problèmes sur les réseaux, plein de problèmes. Des problèmes de surtension, des problèmes de congestion. Et le problème le plus connu, c'est le problème des surtensions sur le réseau 400 volts. Donc c'est le réseau sur lequel votre maison est connectée. Donc vous avez une rue ici, avec des panneaux photovoltaïques. Quand il est midi dans la rue, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les tensions qui augmentent. Les tensions qui augmentent aux différents points de la rue. Et parce que la rue essaye d'évacuer de la puissance électrique vers le reste du réseau. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque, à l'heure actuelle, une disconnexion en fait, de l'onduleur, le dispositif qui connecte les panneaux photovoltaïques au reste du réseau, à 253 volts. Donc c'était 400 volts en triphasé, 380 en monophasé, on a 230, plus 10% en 253 volts, vos onduleurs déconnectent. Et dans les rues en Wallonie, vous avez déjà ce type de problème. Il y a beaucoup d'endroits du monde. Et donc régler ce type de problème-là, en tout cas si vous adoptez une solution un peu naïve, c'est vraiment reconstruire tous nos réseaux de distribution. Donc vous ouvrez tous les trottoirs du pays et vous remplacez les câbles et les lignes pour les rendre beaucoup plus fortes, capables de résister capables d'éviter l'apparition de ces surtensions. Et c'est un problème immense qui est en train de se créer. Alors, le petit conseil égoïste du jour pour la transition énergétique, si vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre maison, ne jamais dire à vos voisins que vous avez fait une bonne affaire. Plaignez-vous que ça crée des interférences avec l'ordinateur ou la lessive, inventez n'importe quoi, parce que pourquoi si les gens commencent à en mettre dans la rue, c'est là que vous allez commencer à observer ces problèmes de surtension. Et donc produire moins, gagner moins. Donc ça c'est le conseil égoïste du jour. J'ai un deuxième conseil égoïste lié à la transition énergétique, c'est lié à la pompe à chaleur air-sol. Donc quand vous pompez la chaleur du sol, si en gros vos voisins en fait installent aussi des pompes à chaleur, vous risquez de geler, de refroidir beaucoup tout le sol l'hiver. Et donc en fait le rendement de votre pompe à chaleur va diminuer, vous allez payer beaucoup plus. Donc c'est le deuxième conseil égoïste lié à la transition énergétique. Vous avez une pompe à chaleur, dites à vos voisins que c'est l'enfer, vous payez beaucoup plus, vous avez froid tout le temps. Il faut parfois être un peu égoïste pour pouvoir vraiment bénéficier de tous ces dispositifs qui apparaissent avec la transition énergétique. Et quand vous voyez tous ces problèmes, quand vous voyez tous ces problèmes liés à la transition énergétique, que vous alignez les chiffres, vous avez envie de vous dire un truc, pourquoi est-ce qu'on ne continuerait pas à brûler des combustibles fossiles? Pourquoi pas? C'est vrai qu'au niveau du pétrole, on a eu des petits problèmes. On met de côté tous les problèmes écologiques, on ne parle que prix. C'est vrai qu'au niveau 2008, au niveau du pétrole, on a eu des petits problèmes avec un baril qui atteignait les 140 dollars le baril. 140 dollars. Maintenant, il est plus aux alentours de 50 dollars le baril. 140 dollars le baril. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'économistes qui pensent que même ça a été un des facteurs qui a déclenché la crise de 2008 des subprimes. Ça peut s'expliquer, je vois que monsieur est dubitatif, mais ça peut s'expliquer parce qu'un prix du baril élevé crée beaucoup d'inflation. Inflation fait augmenter les taux d'intérêt et c'est face à ces taux d'intérêt ces taux d'intérêt fort élevés qui ont provoqué cette crise de subprime. Les gens n'arrivaient plus à se refinancer. Donc
on peut quand même trouver une explication rationnelle derrière cet état de fait. Mais maintenant, avec l'évolution de ce qu'on appelle le gaz de schiste, le pétrole de schiste américain, probablement que ce genre de pic risque de ne plus apparaître d'ici tôt. Pourquoi? Parce que ce pic, au niveau des 140 $ le baril, arrive surtout quand vous avez une augmentation de la consommation. Et pour mettre des champs, pour créer un champ pétrolier capable vraiment de collecter vraiment du pétrole, entre le moment où vous décidez qu'il est en opération, il vous faut, avec des technologies classiques, entre 5 et 7 ans. Donc vous avez vraiment une sous-capacité qui peut se créer sur les 5 ou 7 ans. Mais maintenant, avec le pétrole de schiste, en 1 ou 2 mois, vous savez mettre un nouveau prix en opération. Donc ça a complètement changé la dynamique du secteur du pétrole. Très très rapidement, la production arrive à s'adapter sur la demande. Et les coûts, donc, autant on a fait des progrès au niveau de l'éolien, du photovoltaïque, on a aussi fait énormément de progrès dans la filière pétrole de schiste et gaz de schiste. Donc avant, on pensait qu'ils étaient morts à 80 $ le baril, un prix en dessous. Maintenant, on voit bien qu'à 40-45 $ le baril, on a passé ces valeurs-là assez récemment, ils se remettent à forer partout au Texas, dans le Dakota du Nord aussi, et en plus, cette fois-ci, ils ont aussi le soutien d'une administration américaine qui ne va pas les embêter avec les contraintes environnementales. Donc oui, on n'aura plus ce problème-là. Et ce problème-là de prix très élevé du pétrole, il a quand même été aussi avancé comme étant une justification pour que l'Europe développe en fait les énergies renouvelables. Au niveau du gaz, vous allez me dire, oui, il y a le pétrole, d'accord, mais le gaz, on dépend toujours de ces Russes. Mais même au niveau du gaz, c'est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a la filière LNG qui est en train d'apparaître. Très très rapidement, la filière LNG, c'est du liquefied natural gas, donc du gaz liquéfié. Ici, c'est le terminal LNG de Zeebrugge. Et donc, encore une fois, au niveau du gaz, un marché international est en train d'apparaître. On ne doit plus nécessairement dépendre des Russes pour importer du gaz du Qatar, des États-Unis, d'Australie. Donc, on n'a plus cette dépendance très forte sur le gaz russe. Ce n'est plus nécessaire de l'avoir si on veut brûler du gaz en Europe. Une autre raison, c'est que cette transition énergétique a quand même coûté très cher et a provoqué un prix de l'électricité très élevé en Europe, beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis et qu'en Asie, et ça a tué une partie de l'industrie européenne. C'est incontestable. Il n'y a pas eu que le coût de la main-d'œuvre, il y a aussi le coût de l'énergie. Et quand vous discutez avec des industriels, ils mettent toujours en avant le coût de l'énergie comme étant un désavantage compétitif par rapport à d'autres pays. Donc, si on développe peut-être des énergies fossiles bon marché, on n'aurait pas ce problème-là et ça permettrait une réindustrialisation de l'Europe. Un autre argument, pour continuer, là je sens que je vais me prendre une chaussure d'un écologiste ici, ce serait d'exploiter le charbon. Le charbon, il y en a quand même beaucoup dans le monde, assez bien distribué, il y en a en Europe aussi. C'est quelque chose qui se stocke très facilement, vous le stockez sur un tas. Voilà les réserves en charbon, des millions de térawattheures de réserves. Vous savez tenir, rien qu'avec les réserves de charbon, sans changer rien du tout, vous savez tenir 50 ans encore. 50 ans. Donc si vous dites, voilà, uniquement du charbon pour nos sources d'énergie, rien que du charbon, vous en avez pour 50 ans, avec les réserves que l'on connaît à l'heure actuelle et qui sont accessibles à un coût tout à fait acceptable. Et le mégawattheure du charbon, le prix du mégawattheure du charbon, on avait vu que pour le photovoltaïque, vraiment dans les super endroits, on est à quoi, 20-25 € par mégawattheure. Le prix du mégawattheure du charbon, vous êtes de l'ordre de 10 € par mégawattheure. Pas cher du tout. Le gaz de schiste aux États-Unis, c'est peut-être encore un peu moins, c'est 8 € par mégawattheure, mais le transporter coûte assez cher, quasi la même chose. Donc vous êtes à 15-16 en Europe. Le transport du charbon ne coûte quasi rien. Mais bon, je dis, faisons quand même attention à cette stratégie de repli sur les combustibles fossiles qui est en train d'avoir lieu maintenant aux États-Unis pour diverses raisons. Premièrement, au niveau des prix, c'est pas si clair que ça que les combustibles fossiles sont moins chers que les énergies renouvelables. En tout cas, pour ce qui est de le prix de la production de la commodité électrique, en euros par mégawattheure,
Les champions du monde, dans les bons endroits, sont les énergies renouvelables. À 25, 30 ou même 40 euros par mégawattheure, 40 euros par mégawattheure, vous ne savez même pas y aller avec une centrale au charbon. Une centrale au charbon n'est pas compétitive. La centrale coûte cher, il faut quand même acheter le combustible. Le gaz ne l'est pas non plus. Donc, au niveau de la production d'électricité, les énergies renouvelables, en fait, sont tout à fait compétitives. Et quand vous avez des appels d'offres au Chili, il y en a eu en 2016, où le gouvernement chilien demandait une production d'énergie et les gens, en gros, rentraient leurs offres, et c'est celui qui produisait l'énergie électrique la moins chère qui gagnait l'offre, hein. Est sorti en 4e position le charbon, en 3e position le gaz, en 2e position l'éolien et en 1re position le solaire. Attention, le Chili, ils ont ce désert d'Atacama, hein, où vous avez 2100 kWh par mètre carré d'énergie qui vous arrive par an au sol, contre 8 à 900 en Belgique. Hein. Donc ce sont des endroits super pour collecter l'énergie solaire. Et sur la côte en fait, pacifique du Chili, vous avez un potentiel éolien fantastique. Donc voilà, il faut faire attention au niveau du coût, c'est pas si sûr que ça. Pour l'Europe, importer aussi des énergies fossiles, principalement du pétrole, c'est quand même un appauvrissement de l'Europe. C'est peut-être mieux de payer un peu plus cher pour l'énergie, mais de faire tourner un tissu économique européen, pour autant qu'il soit européen, c'est plus clair du tout avec le photovoltaïque, plutôt que d'exporter, d'envoyer cet argent-là dans d'autres pays qui sont souvent aussi des pays qui sont des dictatures et qui créent des problèmes de terrorisme ici en Belgique. Donc il faut quand même analyser la notion de coût dans un contexte sociétal assez large pour ne pas faire d'erreur. Et dernier point, c'est clair que c'est le gaz de schiste et le pétrole de schiste qui ont changé complètement la dynamique des combustibles fossiles. Complètement. Mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes derrière cette filière. La première incertitude, c'est leur notion de coût. Hein. C'est très très difficile de dire vers où va aller l'évolution des coûts de ces secteurs. Ils ont fait énormément de progrès technologiques. Avant, ils foraient uniquement verticalement, maintenant ils forent verticalement, puis horizontalement. Enfin, ils forent dans tous les sens et à très bas prix. Ça leur a permis de diminuer les coûts de manière drastique. Mais les coûts ont aussi diminué de manière drastique parce qu'ils ont augmenté toutes leurs méthodes pour savoir exactement où forer. Donc ils savent vraiment tout ce qu'on appelle les méthodes un peu analytiques, comme ça, pour savoir où forer. Et donc il n'est pas clair qu'une fois qu'ils auront utilisé les meilleurs sites sur lesquels ils peuvent forer, que les coûts vont nécessairement continuer à diminuer, malgré le fait qu'il y a encore des améliorations technologiques. Et donc là, vous arrivez à ce qu'on appelle cette U-curve, hein, cette courbe en U, hein, liée à l'extraction de richesses. Dans un premier temps, ça diminue parce que vous faites des améliorations technologiques, et puis ça réaugmente parce que la ressource que vous voulez capter devient de plus en plus difficilement accessible. Donc dans cette U-curve, qui est inévitable, c'est très très difficile de dire dans quelle partie du U ils sont. Est-ce qu'ils sont au début de la descente, plus vers le bas? Est-ce qu'ils vont commencer peut-être prochainement la remontée? Très très difficile à le savoir. Et le pétrole de schiste et le gaz de schiste américain, c'est aussi ça. Donc ça, c'est une photo. Donc, vous voyez ici, c'est tout des puits de pétrole de schiste dans le bassin Permian qui est à l'ouest du Texas, en fait. Donc, difficile de dire quand même que cette filière-là n'a pas d'impact écologique, rien qu'en regardant ce type de photo-là. Rien qu'en regardant ce type de photo-là. Et vous pouvez très bien imaginer à un moment donné, arriver à une situation aux États-Unis où vous avez un procès qui est fait, une sorte de class action lawsuit qui est fait à cette compagnie-là, qui pourrait peut-être stopper de manière plus ou moins nette la production de gaz de schiste et de pétrole de schiste. Ce qui créerait en fait un choc au niveau du marché mondial des hydrocarbures qui serait d'une ampleur bien plus significative que les chocs qu'on a connus dans les années 70, que les chocs qu'on a connus au niveau des chocs pétroliers qu'on a connus dans les années 70. Et voilà peut-être, face à tous ces problèmes dont on a parlé, une solution pour s'en sortir, donc pour produire de l'énergie décarbonée à bon marché,
la construction d'un réseau électrique international. Donc une grille électrique qui couvre la planète entière. Et je vous pose la question, pourquoi est-ce que ce serait intéressant de construire une grille électrique qui couvre la planète entière? Oui? Pour que les Esquimaux puissent avoir de l'électricité. Il y a le problème de fluctuation des énergies renouvelables. Quand c'est midi ici en Europe et qu'on produirait plein de photovoltaïques, il fait 6 heures du matin sur la côte est des États-Unis, c'est à ce moment-là que la consommation augmente. Vous pourriez, et vous n'avez pas de soleil, là on n'a pas de soleil, il est encore noir, vous pourriez exporter de l'énergie photovoltaïque vers les États-Unis. Dans un contexte de grille électrique internationale, cette fluctuation jour-nuit, en fait, du photovoltaïque, n'a pas lieu. Au niveau de la fluctuation intrasaisonnière, c'est la même chose. Quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud, et inversement. Et puis, regardez un peu où j'ai dessiné mes parcs éoliens et mes parcs photovoltaïques. Utiliser les technologies là où sont vraiment adaptées. Tout à fait, tout à fait. Donc ici, vous avez la carte des vents de la planète. Par exemple, sur la côte est du Groenland, vous avez des vents de 10 à 12 mètres secondes. C'est plus ou moins 6 mètres secondes dans des champs éoliens en Europe. Or, quand la vitesse de vent double, la puissance de votre éolienne peut faire x8 en fait. x8. Donc potentiellement, en allant mettre les éoliennes dans des bonnes places un peu extrêmes comme ça, vous pourriez construire 8 fois moins d'éoliennes pour générer la même quantité d'électricité. Et quand on voit la pression, enfin la quantité en fait, d'éoliennes qu'on va devoir construire pour pouvoir faire face à nos besoins énergétiques, ce genre de choix en termes de localisation est tout à fait souhaitable en fait. Et alors, c'est marrant parce que les gens ne le savent pas nécessairement. Donc, vous voyez ici, il y a un petit point rouge, vous avez un vent extrême. C'est l'Europe, en fait. C'est les îles Kerguelen, les îles de la désolation qui appartiennent à la France. C'est le meilleur endroit au monde pour collecter de l'énergie éolienne. C'est onshore, donc c'est sur terre. Il ne gèle pas, là, et vous avez un vent terrible. Oui. Conditions vraiment dégueulasses. Les Français voulaient même installer des colonies là pour élever des moutons. Il y a des histoires qui racontent que les moutons s'envolaient, tellement il y a du vent, ils s'envolaient. Ouais. Donc ils n'ont plus de moutons là, ils se sont envolés. Au niveau du solaire, c'est la même chose. Donc, en termes d'énergie que vous recevez en Belgique, pour un panneau solaire, c'est entre 800 et 900 kWh par mètre carré. Ici, dans le désert d'Atacama, au Chili, vous êtes à 2100. 2,5 fois plus qu'en Belgique. Dans le sud de l'Europe, c'est pas mal. Dans le sud de l'Europe, vous allez en Espagne, en Andalousie, vous êtes à 1600-1700 kWh par mètre carré. C'est pas mal. C'est 2 fois plus qu'ici. Et alors, voilà ce qui pourrait être. On parle toujours de la sortie du nucléaire en Belgique en 2025. Personnellement, j'attends de voir, en fait, cette sortie du nucléaire. Voilà ce qui pourrait être des plans, des vrais plans d'infrastructure énergétique pour la Belgique. Ce serait construire des câbles, en fait, qui relient l'Afrique du Nord. Bon, ici, je me suis mis un peu au niveau de Marrakech, à la centrale de 3000 km² de câbles. Transporter de l'électricité d'ici à là, ça n'équivaudrait qu'à 9% de perte. Il n'y aurait que 9% de perte. Et vous pourriez récupérer toute l'infrastructure électrique qui existe dans cette centrale nucléaire pour redispatcher cette électricité. Donc vous avez des transformateurs là, des lignes qui partent de cette centrale vers le reste de la Belgique. Ça, ce serait vraiment des projets, un projet concret, très intéressant pour favoriser la transition énergétique. Et donc ça veut dire qu'en hiver, vous avez quand même encore pas mal de soleil en Afrique du Nord vers Marrakech, vous pourriez importer l'énergie solaire comme ça de ce pays-là. Ce sera un projet très concret, très très concret, et qui aiderait énormément à la création en fait, de cette grille électrique internationale, parce que vous n'avez pas encore de projets aussi ambitieux qui ont été faits. Les plus longs câbles que je connais ont entre 400 et 500 km qui passent dans les mers, pas 3000 km. Et justement, j'étais allé cette année, en novembre, présenter en fait ce projet de grille électrique internationale à la COP22 à Marrakech. Et alors là, ça c'est ce que j'ai vu en sortant de l'avion. J'ai même pris une photo, State of Kuwait.
Et vous voyez, quand vous arrivez là, à la COP22, que les gens n'y vont pas généreusement, n'embrassent pas généreusement la transition énergétique. J'ai presque envie de dire, quand vous voyez cet avion-là, je ne sais pas, il y a peut-être 10 officiels du Koweït qui étaient là, c'est un truc qui brûle, je ne sais pas, 2 litres ou 3 litres de kérosène à la seconde, 747. Vous voyez que la transition énergétique les préoccupe très peu, en fait, hein, dans ce genre de choses-là. Ils parquent vraiment le 747 privé sur l'aéroport de Marrakech. Ils ne vont pas là pour sauver la planète. Et donc j'allais parler de cette grille électrique internationale dans une session en fait qui était organisée par ce qu'on appelle le Climate Parliament. Donc c'est une organisation dont le président est ce monsieur-là, Nicolas Dunlop, qui a pour but de réunir en fait des lawmakers, donc des parlementaires du monde entier, pour essayer de trouver des solutions législatives ensemble pour favoriser la transition énergétique. Et donc le focus de leur thème, hein, donc ils organisent toujours des petits événements autour des COP. Donc le but là était de discuter de la création d'une grille électrique internationale. Et bon, c'est des Anglais qui sont un peu à la tête de cette organisation-là, je le trouve extrêmement doué. Et lui s'est bien rendu compte, ils se sont bien rendus compte que ces discussions autour de la COP ne fonctionnent pas. Hein. Un exemple pour lequel ça ne fonctionne pas, l'accord de Kyoto, c'était en 1997. On consommait 70 millions de barils de pétrole par jour en 1997. Hein. On est à 100 millions maintenant, hein, 20 ans plus tard. On signe quand même quelque chose en 1997. Donc c'est pour vous dire à quel point ce n'est pas efficace. Les gens ont peur dans ces négociations-là. Et je trouve qu'il l'avait dit admirablement bien. J'ai recopié ses propos ici. Il a dit ben, les êtres humains, en fait, ce n'est pas une race hein, enfin, qui est capable vraiment d'une espèce qui est capable de négocier pour qu'on lui coupe un peu quelque chose. Par contre, c'est une espèce de gens qui savent construire, d'animaux, d'individus qui savent construire. Et c'est vrai que l'être humain sait construire et que ce serait sans doute plus efficace, en fait, qu'ils aient un projet de construction d'une grille électrique internationale qui, si elle est construite, mettrait complètement hors business, pour une raison financière, mettrait complètement hors business les énergies fossiles, et donc favoriserait cette transition énergétique. Donc c'est changer vraiment de point de vue au niveau de ces négociations, de ces réductions de gaz à effet de serre, c'est construire l'infrastructure pour que les énergies renouvelables mettent à jamais, les énergies fossiles complètement hors business. Et je pense qu'ils l'avaient très très bien construit et très très bien compris. Et bon, j'espère qu'ils vont continuer leur travail et que dans les COP suivantes, ça devienne vraiment l'élément numéro 1 de discussion, plutôt que cette petite discussion épinaille pour savoir qui va couper quoi, qui va pouvoir brûler moins de charbon et tout ça, et qui sont faites un peu dans la peur et dans la méfiance. Les Chinois, très pragmatiques, ont compris aussi l'intérêt de construire une grille électrique internationale et ils ont des projets. Donc quand vous allez les voir dans ces organisations, ils veulent mettre 50 000 milliards sur la table, ils vont mettre 50 000 milliards, enfin, un plan d'investissement pour construire une grille électrique internationale. Quoi. Ils veulent construire. Ils ont l'argent, ils veulent faire des liens entre la Chine, l'Australie, il leur faut juste, j'ai envie de dire, un peu de soutien politique pour pouvoir le faire. Et donc, cette grille électrique internationale, elle va se créer. Hein. Elle va se créer. Et d'ailleurs, moi, récemment, j'étais en plus chez RTE, au siège central de RTE à Paris. Et on avait discuté, bon, je leur avais dit à RTE, c'est quand même dommage que c'est les Chinois qui vont tout faire. RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transmission français. Et donc, bon, à l'université de Liège, donc on va faire l'étude pour voir si c'est intéressant de construire donc, un lien électrique entre la Chine et le Groenland, directement, entre la Chine et le Groenland. Donc les Européens commencent à y aller, mais beaucoup, beaucoup plus timidement que les Chinois. Et donc, je pense que ça va se créer, hein, cette grille électrique internationale, ce n'est absolument pas de la science-fiction. Et si vous regardez bien, au niveau de l'Europe, vous avez déjà un réseau électrique qui s'est créé, vous avez un réseau électrique européen qui s'est créé. Donc maintenant, votre fournisseur d'électricité, l'Empiris, EDF, Luminus, Engie, peut acheter de l'électricité en Espagne pour vous le vendre. Et ça,
c'est ce qu'on appelle, enfin, si vous prenez un jour un cours sur les marchés de l'énergie, de l'électricité, c'est la structure de base des marchés de l'énergie que vous avez à l'heure actuelle. C'est des producteurs qui vendent dans les marchés de l'énergie, marché de gros, voilà, qui est acheté par votre fournisseur d'énergie, donc EDF, Luminus, l'Empiris, qui vous le revendent. Et des gros consommateurs peuvent se sourcer directement au sein de ces marchés-là. Et de tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent au niveau énergie, il y a un nouveau phénomène qui est en train de se passer complètement, qui va peut-être ébranler complètement toutes vos certitudes au niveau énergie. C'est un phénomène qui se passe dans beaucoup de secteurs, c'est l'ubérisation du secteur de l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'ubérisation du secteur de l'énergie électrique ici en l'occurrence? C'est toute l'énergie qui vous arrive, qui est consommée et qui ne passe pas par ces marchés de gros. Et vous connaissez un modèle d'ubérisation du secteur. Vous le connaissez. Vous le voyez sur beaucoup de toits. C'est le panneau photovoltaïque. Vous produisez localement, vous consommez localement, vous ne passez pas par les marchés de gros. Donc ça, c'est un modèle qui est en train d'être créé, qui est tout à fait légal. Vous en avez d'autres. Vous pouvez très bien imaginer dans le futur, comme autre modèle, une communauté énergétique qui se crée, par exemple sur la ville de Namur, où en gros elle produit et elle consomme elle-même son électricité, et elle a juste un point d'interfaçage avec le reste du réseau. Donc ce seraient des communautés autonomes ou semi-autonomes énergétiques. Donc c'est quelque chose, ici c'est freiné d'un point de vue légal en Belgique. Il ne faut pas se cacher principalement parce que c'est des compagnies comme les gestionnaires de réseaux de distribution, des ORES, des Yandis, des ERDF en France, qui freinent pour ça parce qu'ils voient leur monopole attaqué. Ils voient leur monopole attaqué. Mais c'est très clairement des modèles qui sont très très intéressants à se développer et qui peuvent favoriser énormément l'éclosion en fait, des énergies renouvelables et régler les problèmes sur les réseaux dont je vous ai parlé précédemment. Souvenez-vous sur les réseaux de distribution. Pourquoi? Parce que ça favorise une consommation locale d'électricité. Et donc ça évite ces transits qui se créent sur les câbles et les lignes qui peuvent provoquer des surtensions et des congestions. Quoi. Et donc ces structures qu'on appelle micro-réseaux, qui pour moi est une clé nécessaire à activer en termes de transition énergétique, c'est une clé qu'on doit jouer au niveau de politique énergétique en Belgique pour différentes raisons. Des raisons financières, ça vous coûterait moins cher d'être dans des structures micro-réseaux qu'acheter votre électricité du réseau électrique principal. Des raisons techniques, d'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux, et aussi des raisons de sécurité, techniques liées à la sécurité des réseaux. Je prends ma voiture, je quitte cette conférence, je prends ma voiture. Je n'ai pas de Kalachnikov dans le coffre, mais supposez que j'ai une Kalachnikov dans le coffre et que je sois mal intentionné. En 3 heures, je vous mets le réseau électrique belge par terre. Quoi. Il vous faudra au moins une semaine pour le remettre. C'est une structure qui n'est absolument pas résiliente. En fait. Absolument pas résiliente. Elle est très très facilement ciblable par des terroristes ou je veux dire, pourrait être très très facilement mise à mal par des événements climatiques extrêmes. Les micro-réseaux, c'est beaucoup plus robuste. Beaucoup plus robuste. Donc c'est très clairement une solution qu'il faut développer. Et puis c'est aussi quelque chose qui permettra de créer des jobs locaux. Installer des micro-réseaux, c'est comme installer des salles de bain, il faudra des plombiers, des micro-réseaux. Et ça permet aussi pour les gens ou les communautés, les villes, de se réapproprier la question énergétique, de ne plus dépendre de gros groupes étrangers en fait. Étrangers ou même belges. Donc il peut y avoir une réappropriation comme ça de la chose énergétique. Et de ces modèles-là, de ce modèle Uber, comme ça pour l'électricité, qui peuvent vraiment changer en fait le secteur de l'énergie, j'en ai identifié plus d'une dizaine en fait. Voilà. J'ai inventé une taxonomie et je vais vous discuter quand même, terminer cet exposé en parlant avec vous de modèles auxquels vous n'avez jamais pensé et qui sont liés au fait que la batterie, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vous permet de gérer la fluctuation des énergies renouvelables et de la charge, mais c'est quelque chose qui vous permet de déplacer aussi de l'électricité. La batterie n'a pas besoin d'être statique. Alors, des premiers modèles de type Uber que vous pouvez voir avec les batteries, c'est votre véhicule électrique. Dans le futur, vous avez un véhicule électrique. Vous allez recharger dans un autre endroit que votre maison. Rien que ça. Donc c'est juste un véhicule
où vous pouvez recharger où vous voulez. Et ce simple objet-là pourrait complètement changer la facette des réseaux électriques. Pourquoi? Vous avez une maison 4 façades ici en Belgique. Vous mettriez du PV, des batteries chez vous. Vous auriez en hiver, vous dimensionnez votre installation pour qu'en été, vous puissiez alimenter votre voiture en électricité. En hiver, vous ne savez pas passer la fluctuation intrasaisonnière d'une charge avec des batteries. En Belgique, on a vu que ça ferait beaucoup de batteries. Vous iriez recharger avec votre batterie ailleurs. Ce serait votre batterie qui gérerait cette fluctuation, votre véhicule électrique qui gérait cette fluctuation intrasaisonnière. Et vous pouvez même imaginer des modèles, sur lesquels d'ailleurs je travaille, où en gros, vous avez du photovoltaïque à la maison, à un moment donné, vous ne le consommez pas. Dans le futur, ce que vous n'allez pas consommer localement va vous être acheté nettement moins cher que ce que vous achetez comme électricité du réseau. Vous achetez l'électricité du réseau à 250 € par mégawattheure. On va sans doute d'ici 2-3 ans vous la reprendre à 30 € par mégawattheure, un prix. Vous vous encoderiez, en fait, vous diriez, voilà, sur une app, regardez, moi, demain, entre 11h et 3h de l'après-midi, j'ai autant de kilowattheures que je peux vendre chez moi. Et le véhicule vient chez vous se recharger, comme ça, votre électricité. Et vous le vendez à 120 € par kilowattheure, par exemple. Donc le gars qui a le véhicule électrique, il est content parce qu'il ne va pas l'acheter à 250 et vous ne devez pas le vendre à 30 € par kilowattheure. Donc vous risquez énormément d'avoir des applications en fait, de ce type-là qui vont se créer. Et ce n'est pas du tout de la science-fiction, puisque en gros ça a été, je ne vais pas dire le groupe pour lequel on a travaillé là-dessus, mais ça a été des commandes, donc de réfléchir à ce type de business model, c'était des commandes pour des gros groupes énergétiques. Imaginez maintenant que votre véhicule, vous ayez un véhicule électrique qui puisse se décharger chez vous à la maison. Donc la batterie de votre véhicule puisse se décharger dans des batteries chez vous, domestiques. Ça peut changer complètement le secteur de l'énergie. Vous pouvez aller recharger avec votre véhicule à l'éolienne du coin directement et ramener l'électricité chez vous, ou même à une centrale nucléaire, ramener l'électricité chez vous dans des batteries. Ce type de business model risque d'arriver beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, notamment aussi de par le fait que les véhicules deviennent autonomes. Donc vous n'aurez même peut-être pas besoin d'aller vous-même à l'éolienne du coin, vous rapportez directement l'électricité chez vous. Et c'est plus avantageux que Tout à fait, c'est plus avantageux. Pourquoi? Parce que le prix de production, c'est plutôt 60 € par mégawattheure pour une éolienne, et vous le revend à 250 à la maison, donc vous allez directement le chercher à la source. C'est purement spéculatif. C'est comme aller chercher votre lait chez le fermier du coin, plutôt que d'aller le chercher dans une grande surface. C'est exactement ça. Donc vous coupez tous ces intermédiaires-là. Mais à la centrale, ils le vendront. La centrale, ils le vendront à un prix entre leur prix sur lequel ils pourraient le vendre sur les marchés de gros et le prix auquel vous pourriez l'acheter, de sorte que tout le monde est gagnant dans ce cadre-là. Vous pourriez même très bien imaginer que la nuit, votre véhicule autonome, puisque bon, ça c'est un gros changement qui va avoir lieu, votre véhicule autonome agisse un peu comme un substitut pour le réseau électrique. La nuit, ils seront très très peu utilisés et ils bougeront d'un point, l'énergie d'un point à l'autre du réseau. Donc ils iront à 11h du soir au parc éolien à la centrale, charger, et puis ils iraient décharger dans des batteries, dans d'autres endroits du réseau, à 3h du matin. Et donc que cette flotte de véhicules autonomes agirait comme un substitut de la grille électrique. Donc ça, c'est toutes des choses comme ça qui ne sont absolument pas de la science-fiction. C'est des choses qui vont arriver. Là, on m'a dit, Damien, une fois que tu arrives plus vers la fin de ton talk, il faut absolument mettre une jolie fille sur les transparents pour recaptiver l'audience. Mais c'est vraiment ça, le futur. Vous pouvez peut-être voir des flottes de véhicules sans chauffeur, en fait, comme ça, qui parcourront le pays pendant la nuit pour amener de l'électricité d'un point à un autre. Vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces véhicules? Il n'y a personne dedans. Ils agissent en fait comme un vecteur de transport de l'électricité. Et c'est pas idiot du tout, ce type de modèle-là, parce que en termes de coûts de capitaux, vous ne payez quasi rien, puisque vous avez déjà payé pour les véhicules pendant la journée, pour leur usage de transport de personnes pendant la journée. Donc c'est un capital qui dort que vous pourriez utiliser pendant la nuit.
Ou même pourquoi pas comme business model dans ce secteur-là, le camion batterie qui vient décharger dans vos batteries à la maison en fait. Pas du tout impossible. Ça vous fait rire, mais en fait ce modèle-là existe déjà pour le transport d'énergie. C'est votre citerne, le camion mazout qui vient remplir votre citerne au mazout. La seule différence pour laquelle il existe pour le mazout et pas pour l'électricité, la seule différence, en tout cas la principale, c'est que la densité énergétique du mazout, c'est de l'ordre de 10 kWh par kilo. Pour la batterie, les meilleurs, allez, on va dire 0,2 kWh par kilo. Si vous aviez des batteries à 10 kWh par kilo, vous n'auriez jamais de réseau électrique, ce seraient des camions batteries. À 10 kWh par kilo, il y a un prix acceptable. Et en quoi est-ce que ça peut vraiment impacter la transition énergétique? J'ai parlé avant de cette grille électrique internationale. J'ai parlé avant. C'est difficile à construire, c'est des gros projets, il faut des accords. Vous pourriez très bien imaginer des bateaux batteries dans les années à venir. Donc ils vont chercher en fait de l'électricité verte sur la côte est du Groenland ou dans aux îles Kerguelen ou en Afrique du Nord et ils le rapatrient vers l'Europe. Ça vous fait sourire ça, mais là j'ai fait des calculs assez poussés, une petite étude d'une dizaine de pages, en dessous de 50 € par kilowattheure pour les batteries, 50 € par kilowattheure. Le business model du bateau batterie, mais hors business le câble, mais complètement hors business le câble. 50 € par kilowattheure, c'est pas tellement. Pour les batteries lithium-ion, on était, on va dire, entre 800 et 1000 il y a quelques années. On est tombé entre 160 et 200. Donc on perdrait encore un facteur 5 et c'est bon. Ça va être difficile de perdre ce facteur 5 parce qu'on considère quand même que les matériaux pour des batteries, c'est de l'ordre de 70 à 80 € par kilowattheure la matière de base. Mais qui sait, on ne peut pas supposer qu'il n'y aura jamais de rupture vraiment technologique pour les batteries. Les lithium-ion, il n'y a pas eu de rupture technologique, il y a eu des améliorations, mais c'est une technologie qui date des années 70, qui d'ailleurs a été inventée par un pétrolier Exxon en fait. Et alors là, je termine par ce slide-là. On voit bien qu'avec tous ces modèles de type Uber, en fait, et en fait, avec tout le secteur de l'électricité maintenant, il y a une dépendance de plus en plus forte qui est en train d'être créée sur toutes les technologies IT, donc toute l'informatique en fait. Et donc pour l'Europe, ça va être un autre challenge et une autre dépendance, parce qu'on n'a plus de champions dans le domaine informatique en Europe. Les champions sont américains et ils sont chinois. C'est principalement ça. Et donc ça veut dire qu'il va y avoir, on pense peut-être que ça va apporter des solutions, des choses comme ça, mais il va y avoir une dépendance qui va se créer. Enfin, en gros, nos systèmes énergétiques vont être de plus en plus dépendants aussi d'immenses compagnies au niveau informatique, ce qui risque de créer un énorme problème. Donc votre énergie, en gros, dépendra en fait de ces compagnies-là qui auront d'immenses plateformes de gestion de toutes ces sources distributées qui mettront en communication producteurs et consommateurs. Voilà, merci pour votre attention et je termine mon exposé. J'attends avec plaisir vos questions.